Abdelkader Soufi, bonjour et merci encore une fois de nous honorer avec un nouveau entretien. Merci beaucoup. Bonjour à vous, à tous les auditeurs de la chaîne. Et encore une fois, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci. Alors, la première question, donc, concernant la désinformation, dans cette seconde partie de notre émission, euh, c'est comment fonctionne la désinformation et quelles sont ses techniques subtiles et comment les détecter? En fait, la désinformation, elle a, elle a deux visées. La première, c'est l'opinion publique. La seconde, c'est la manipulation des dirigeants. Mais elle peut être nuisible, donc avec un esprit de nuisance, comme elle peut être avec un esprit de promotion de quelque chose. Mais au fait, dans l'ensemble, aujourd'hui, quand on parle des nouvelles guerres de quatrième génération et des guerres hybrides, la désinformation est un moyen de guerre qui est utilisé pour propager d'une façon délibérée des informations fausses, comme si elles proviennent d'abord de sources sûres ou de sources neutres ou encore de sources amies. Ensuite, donc, on a dit que l'objectif, c'est d'influencer une opinion, mais affaiblir un adversaire dans ce contexte-là. Elle consiste à diffuser donc des intox et qui doivent paraître qu'ils sont sans mauvaise foi. Ça, c'est important. Et que le but reste de manipuler et de tromper. D'accord. Donc, et par rapport à la situation actuelle en Afrique, avec ce que mène la campagne ou la désinformation occidentale contre la présence russe et la présence chinoise, comment vous jugez ça par rapport à la définition que vous venez de donner tout de suite là? Voilà, en fait, il n'y a pas que la présence russe, il n'y a pas que la présence chinoise, mais il y a surtout aussi le retour de l'Algérie sur la scène africaine et il y a d'autres acteurs émergents aussi. Et que les forces traditionnellement, on va dire, ayant la même mise sur l'Afrique et sur les moyens de l'Afrique, usent de la propagande, usent justement de la désinformation pour nuire à l'image de l'adversaire ou pour, euh, j'allais dire, changer ou manipuler l'opinion publique africaine en hésitant justement de l'influence médiatique, à savoir la radio, telle que RFI, qui arrive jusqu'en Afrique, de la télévision comme France 24, comme TV5 Monde, comme Arte, comme d'autres chaînes, en utilisant la presse comme le Monde et autres, qui est ordinaire, mais qui, au fond, cache cette manipulation. Et enfin, Internet, ça veut dire les réseaux sociaux. Et l'objectif, parce que aujourd'hui, il y a une montée de panafricanisme. Les Africains commencent à comprendre qu'avec les nouveaux acteurs, ils commencent à respirer la vie, commencent à avoir de partenariats gagnants et ils ont cette alternative de choisir entre les partenaires, sachant que les partenaires d'hier n'ont rien fait pour aider les Africains à s'en sortir de leur situation. Bien au contraire, ils n'ont fait qu'enfoncer l'Afrique donc dans une situation de, de pauvreté extrême, amenant des guerres civiles, amenant des migrations et des flux migratoires importants et amenant surtout de l'insécurité. Aujourd'hui, l'avènement de nouveaux acteurs ayant pour trait de stabiliser les situations en Afrique en aidant les Africains
à prendre leur destinée, à voir ce développement local, mais en faisant affaire gagnant-gagnant. D'accord. Euh, Maintenant, j'aimerais bien vous poser une question parce que, c'est-à-dire, c'est pour que nos auditeurs prennent conscience comment ça fonctionne. Et donc, ma question, c'est comment la désinformation peut être utilisée comme une arme de destruction d'une société? Et comme vous l'avez dit tout à l'heure à juste titre, elle vise aussi bien les dirigeants que les populations. Et à ce titre, on peut se rappeler d'ailleurs la guerre en Irak, comment la désinformation a ciblé aussi bien la population irakienne que la population des pays occidentaux, mais aussi les chefs d'État de beaucoup de pays qui ont marché tête baissée dans la politique américaine d'agression contre ce pays. Nous l'avons vu également en Libye et nous le voyons actuellement en Ukraine. C'est-à-dire que des informations non vérifiées, une seule source. Alors, et puis, on fait tout un montage pour dire que la Russie est en train de commettre des crimes contre l'humanité et tout en entourant la partie ukrainienne de tous les louanges. Alors, pouvez-vous euh, expliquer comment elle fonctionne et comment justement cette désinformation qui pourrait être prise à la légère peut servir d'arme de destruction de toute une société. D'abord, ajoutons à ce que j'ai dit, d'abord, l'objectif de la désinformation, c'est que l'information circule dans un seul sens. Ça veut dire, c'est juste l'information qui émane de l'adversaire ou qui émane de l'acteur qui, qui fabrique l'intox, qui fabrique la désinformation et interdire la parole à l'autre. Alors, c'est bien que vous ayez cité l'Irak, mais moi je pourrais dire donc la Libye aussi, la Syrie, le Yémen, l'Irak, le Mali, l'Afrique de l'Ouest, mais aussi l'Ukraine. Vous citez aujourd'hui, mais vous avez oublié de dire que depuis 2014, la population de l'Est de l'Ukraine en a souffert des attaques constantes du régime qui a renversé le régime élu et qui a plus de 7 ans, j'allais dire, bombardé des populations au vu et au su de la communauté, enfin, ne serait-ce que des Occidentaux, mais la désinformation était là pour faire taire, que l'information ne passe pas à grande échelle. L'objectif, donc, nous l'avons cité, le comment et le pourquoi, il est simple. Vous savez que aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine est un excellent exemple. On a, on a fait une attaque à l'échelle globale, médiatique, en utilisant des réseaux sociaux, des chaînes publiques lourdes de publicité, comme je disais, tout ça, mais on a interdit au grand public européen occidental l'accès à des chaînes telles que Arte et Sputnik. Récemment, quand il y avait le cas, l'exfiltration française en Tunisie, que la dénonciation de l'Algérie après avoir rappelé son ambassadeur que les médias français ont tout simplement essayé avec d'autres acteurs d'interdire donc la parole à l'agence de presse algérienne en faisant des cyberattaques. En contrepartie, ils ont mis en place le matériel, j'allais dire, médiatique pour s'attaquer à l'Algérie du jour au lendemain. L'Algérie est un État dictateur. Du jour au lendemain, l'Algérie n'est pas un bon pays. Donc, aussi, quand le Mali a rompu ses relations sécuritaires avec la France, l'opération Barkhane était un total échec avec presque 5000 morts au Mali. Alors, pour cette
soldats et en retour, rien n'a été fait, bien au contraire. Et dès que les Maliens ont essayé de saisir l'opportunité d'avoir de nouveaux partenaires, on s'est attaqué à la Russie, on s'est attaqué à la société Wagner, alors qu'on oublie que cette société-là, elle est essentiellement dans la formation et que tout un pays a le droit d'avoir recours à des sociétés de formation militaire ou de formation paramilitaire et on le fait avec les États et on le fait avec des entreprises professionnelles. La question suivante, pensez-vous que les pays et les populations africaines sont bien armés pour faire face à des opérations de désinformation et comme on les constate savamment orchestrées par les grandes puissances occidentales et leurs bras armés, l'OTAN? Et quelle place occupent les réseaux sociaux et les technologies de l'information et de la communication dans ce genre de campagne? Vous savez, c'est une question un peu compliquée parce que euh, c'est un géant contre un nain en matière de moyens d'information et de désinformation. Et que l'Afrique, à ce stade-là, réellement, elle n'est pas armée pour faire face à cette opération d'envergure. J'ai oublié de vous dire que lors de la guerre du Golfe, les Américains ont mis un budget de 42 millions de dollars pour installer un studio juste pour couvrir la guerre et donc pour désinformer la situation sur place. La même chose se passe en Afrique avec tout ce qu'il y a comme attaque, que ce soit contre les dirigeants ou contre les partenaires de ces pays africains. Seulement, je pense que la montée du panafricanisme, les réseaux sociaux, quelque part, c'est une arme à double tranchant. Ont été créés pour faire de la diplomatie directe, pour outrepasser les dirigeants, pour atteindre l'opinion publique, pour qu'il y ait des implosions, pour que les populations se retournent contre leurs dirigeants. Seulement, ces mêmes réseaux sociaux ont servi, j'allais dire, d'armes à double tranchant, ont permis le réveil du panafricanisme, ont permis, ont permis aux Africains entre eux et entre les populations du même pays à avoir de conscience de l'importance de leur devenir et que de chasser les ennemis d'hier qui, en définitive, c'était des loups cachés en peau d'agneau ou en peau d'ami. Et là, avec le peu de moyens, mais le plus de contacts, et avec cet éveil, c'est les moyens de bord. C'est une guerre asymétrique médiatiquement, mais qui est en train de porter ses fruits. D'accord. C'est quand même c'est très intéressant ce que vous venez de dire parce que cela me fait penser à toute la campagne actuelle qui qualifie, je ne sais par quel moyen ni par quelle alchimie, ce qui se passe actuellement en Ukraine comme un troisième conflit mondial, c'est-à-dire une guerre mondiale, alors qu'en réalité, ce n'est pas, ça ne peut pas être une guerre mondiale. Les Chinois, l'Inde, l'Asie, l'Afrique ne se sentent pas du tout mêlés. C'est une guerre entre l'Occident et la Russie et avec l'OTAN. Ça n'est pas une guerre mondiale, mais on essaie d'utiliser quand même ça en Afrique et pour dire que, comme d'habitude, il faut se positionner où vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous, c'est-à-dire si vous êtes de l'autre côté. Alors, de ce point de vue, comment peuvent les pays africains s'organiser et se préparer, aussi bien sur le plan individuel que collectif, pour faire face à ces campagnes de désinformation et de manipulation médiatique? Si la Libye était un pays européen, la crise libyenne aurait été qualifiée de crise mondiale. Comme c'est une crise africaine, elle est locale. Toutes les guerres qui se sont passées et qui ont engendré les guerres mondiales, communément appelées mondiales, étaient des guerres européennes, étaient issues de conflits strictement européens.
et le reste du monde n'en avait rien à faire. Et vous savez, autrefois, il n'y avait pas les moyens médiatiques d'aujourd'hui. Beaucoup de pays n'ont peut-être n'ont connu la guerre qu'à travers les livres scolaires, n'ont connu qu'à travers ce Les qui a été journaux. dit à l'école. Par conséquent, l'information telle qu'elle est faite, et malheureusement, c'est un outil qui est entre les mains de l'Occident. Il, il amplifie ce qu'il veut amplifier et il fait passer sous silence ce qu'il veut faire passer sous silence. Maintenant, l'Afrique, c'est vrai qu'elle n'a pas le moyen euh, tel que c'est en Occident, mais je crois il y a des projets importants. L'Algérie qui est en train, à travers la dorsale africaine, en train de faire passer la fibre optique. La route aussi qui a des ramifications vers le Tchad, vers le Mali, vers le Sénégal, la Mauritanie, permet une meilleure circulation de tout dans tous les sens, un rapprochement, on va le dire. Mais cela ne suffit pas. Il faudrait qu'en Afrique, les États africains doivent avoir leur propre database. Leur propre database, ça veut dire que le flux, justement aussi, Internet, doit être protégé et que ne doit pas être dépendant que de ce qui vient de l'Occident. Quand il y a des ruptures de câbles, par exemple, on est dans le blackout. Et comme ça, on peut créer le contenu africain et aussi protéger ce contenu-là, mais aussi, donc nous avons, et l'Afrique a d'autres partenaires plus fiables. L'histoire a montré que l'Est a toujours été fiable et que les relations afro-asiatiques et afro-amérique latine ont toujours été meilleures, ont toujours été solides. Et que aujourd'hui, avec l'émergence de grandes puissances telles que la Russie, telles que la Chine, telles que l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, d'autres telles que la Turquie, l'Algérie, peuvent donner un plus non négligeable à cette indépendance médiatique et à cette façon de sasser l'information et de la vérifier et de justement faire passer la bonne information et faire de la détox. Dédouaner la bonne information et montrer la mauvaise information et surtout dénoncer sa source. Et c'est comme ça que l'Afrique puisse, je pense, dans une stratégie globale entre l'ensemble des pays africains, mais aussi avec les bons partenaires, à pouvoir réaliser une indépendance communicative. Je vous remercie, Monsieur Soufi, pour toutes ces informations et pour votre patience et gentillesse. Et j'espère vous retrouver dans une autre occasion sur un autre sujet. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.